Japon fait-moi peur. Un podcast sur l'univers du Kaidan. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous plonger dans une histoire fascinante, liée à l'une des créatures les plus emblématiques du folklore japonais, le kappa. Le kappa est un yokai, souvent décrit comme une créature mi-humaine, mi-reptilienne, qui habite les rivières et les lacs du Japon. Ce qui le rend unique, c'est le creux rempli d'eau qui surmonte sa tête, la source de sa force et de son pouvoir. Selon les légendes, le kappa est aussi espiègle que dangereux, attirant parfois les imprudents dans les profondeurs des eaux. À travers cette histoire, nous suivrons 3 garçons partis explorer un village abandonné. D'après la rumeur, il y aurait un puits où reposerait un kappa. Mais ce qu'ils découvriront dépassera toutes leurs attentes. Une vérité terrifiante sur la nature humaine. Épisode 52. Le puits du kappa. Ce jour-là, je me rendais à bord de la voiture conduite par mon ami Shun vers un village abandonné niché dans les montagnes. Nous étions 3, comme toujours. Shun était au volant et Kentaro s'était accaparé la banquette arrière. Nous avions quitté la ville vers 10 heures du matin, fait une pause déjeuner et maintenant il était un peu plus de 14 heures. Nous étions à environ 1 heure de notre destination. La voiture montait tranquillement une route en pente douce. Je baissai à nouveau les yeux sur la carte dépliée devant moi. Le village abandonné où nous nous rendions n'était plus répertorié sur les cartes modernes. Un léger ronflement me parvint depuis la banquette arrière. À chaque fois, je me pose la même question. Comment il fait pour utiliser les autres comme chauffeur et dormir tranquillement à l'arrière ? S'exclama Shun. C'est Kentaro qui avait organisé cette expédition d'une journée au village abandonné. Il paraît qu'il y a un puits mystérieux dans ce village, nous avait-il dit la veille, les yeux pétillants comme un enfant, en nous exposant son plan à la cafétéria de l'université. Kentaro était un passionné invétéré d'occultisme, et grâce à lui, Shun et moi avions déjà visité de nombreux lieux dits hantés. Beaucoup s'étaient avérés sans intérêt, mais parfois on tombait sur quelque chose de vraiment étrange. Selon Ken, ce village abandonné abritait un puits qui, bien que sec la plupart du temps, se remplissait d'eau uniquement les nuits de nouvelle lune. On racontait que le cadavre d'un kappa reposait au fond de ce puits et que boire de son eau pouvait rallonger la vie de 50 ans. Un puits avec un kappa mort. Murmurai-je songeur. Shun bâilla et enchaîna. D'ailleurs, il me semble que manger de la chair de kappa rend immortel, non ? C'est possible. Peut-être que tu confonds avec les sirènes, mais il y a bien des légendes à ce sujet. Les kappas sont des créatures très répandues, alors les histoires les concernant varient énormément. Je ne prêtais qu'une oreille distraite à ces propos. Je me demandais si le goût de l'eau du puits serait imprégné d'un bouillon de kappa. Était-ce un coup de chance ou encore une de ces expéditions sans intérêt ? Quoi qu'il en soit, je voulais au moins en ramener une anecdote sympa à raconter. Shun, si jamais il y a de l'eau dans ce puits, tu en boiras ? Non. Même sans parler de la longévité, boire de l'eau d'un puits non entretenu, c'est risqué. On ne sait pas ce qu'elle contient. Je m'en doutais. Ni Shun ni moi n'étions tentés. En revanche, Kentaro, lui, semblait tout à fait prêt à boire cette eau. Il avait même emporté sa tasse préférée, du sucre en poudre et du café instantané. Sérieux, il a bavé sur la banquette. « Hé, Kentaro !» Shun se mit à crier en direction de Kentaro. Mais ce dernier continuait de dormir paisiblement, affalé contre la portière. Il devait rêver de quelque chose qui ferait frémir de joie un amateur d'occultisme comme lui. Nous avons roulé encore 1 heure et demie après avoir réveillé Kentaro.
Plus nous avancions, plus la route devenait étroite et accidentée, ce qui finit par me rendre nerveux. La carte que je tenais était-elle vraiment fiable ? Alors que je commençais à douter, nous avons dépassé un petit temple bordé d'une rangée de statues de Jiso. Et enfin, nous sommes arrivés au village abandonné. Le village était composé de maisons en bois alignées en hauteur sur les pentes de la montagne. Mais elles étaient pour la plupart délabrées, prêtes à s'effondrer au moindre coup de pied. L'herbe, haute jusqu'aux genoux, recouvrait tout le sol, rendant difficile de distinguer où se trouvait l'ancien chemin. En contrebas, une rivière serpentait, et de l'autre côté, une forêt s'étendait, formant un mur de verdure. Par ici. Je revins à moi et rejoignis Kentaro, qui nous appelait dans un endroit situé à la lisière du village, presque dans la forêt. Shun, qui venait juste de sortir de la voiture, me suivit. Kentaro se tenait près d'un espace dégagé où il désigna un endroit de son doigt. « Voilà, le puits du Kappa !» Le puits était une construction en pierre d'environ 70 cm de côté, recouvert d'une lourde dalle de pierre. Il n'avait ni toit ni poulie. « Aidez-moi à enlever ce couvercle !» À contre-cœur, Shun et moi avons uni nos forces avec Kentaro pour déplacer la dalle. Elle était incroyablement lourde. Dès qu'elle fut écartée, une bouffée d'air frais semblable à celle d'un réfrigérateur ouvert nous frappa le visage. Kentaro cria soudain dans le puits. Sa voix résonna contre les parois, revenant à nous amplifiée et déformée. Puis il ramassa une pierre au sol et la lança dans le trou. Le bruit sec indiquait clairement que le puits était vide. Nous avions échangé des regards, perplexes. Kentaro sortit une lampe torche de son sac à dos et l'alluma, éclairant le puits. Mais la lumière n'atteignait pas le fond. Le puits semblait beaucoup plus profond qu'il ne le paraissait. « Il doit faire au moins 30 mètres de profondeur, » commenta Shun. Il ramassa une autre pierre au sol, peut-être pour la lancer à son tour dans le puits, mais après un instant d'hésitation, il observa la pierre qu'il tenait et finit par ne pas la jeter. Il se tourna ensuite vers Kentaro. « Et maintenant, on fait quoi ?» « La réponse est évidente, » répondit Kentaro avec enthousiasme. Selon les histoires, l'eau apparaît dans ce puits lors des nuits de nouvelle lune. On n'a qu'à attendre la nuit. Je m'étais attendu à cette réponse, mais je n'ai pas pu m'empêcher de pousser un léger soupir. L'idée d'attendre que la nuit tombe dans un village abandonné avait quelque chose d'effrayant, mais aussi d'excitant, tant que nous étions ensemble. Seul, jamais je ne serais resté. Nous sommes donc retournés à la voiture pour tuer le temps. Il était 16h30. Kentaro avait apporté un jeu de cartes et nous avons cherché un endroit avec le moins d'herbe possible. Nous avons utilisé le pare-soleil de la voiture comme tapis improvisé et commencé une partie de poker. À propos du puits, lança Shun. Sa remarque semblait anodine, presque une pensée jetée en l'air. Cette histoire de Kappa, comment elle est née ? Kentaro prit un instant pour réfléchir, puis se lança dans son récit. Il y a longtemps, un couple qui vivait dans ce village a trouvé un kappa dans la rivière. Le mari l'a frappé avec un bâton et l'a ramené au village attaché. Un kappa ? Pourquoi ? Pour le manger, bien sûr, répondit Kentaro en riant. Sérieusement ? Les gens pensaient que la chair de kappa apportait l'immortalité. Peut-être que ce couple était affamé ou peut-être qu'ils voulaient juste tester la légende. Quoi qu'il en soit, ils ont ramené le kappa au village. Et après, alors qu'ils s'apprêtaient à le cuisiner, le kappa s'est réveillé et a réussi à s'enfuir. Ils l'ont poursuivi jusqu'à ce qu'il trouve refuge dans le puits. Les villageois ont scellé le puits, mais pendant 3 jours et 3 nuits, le kappa a crié depuis le fond. Puis lors de la nuit de la nouvelle lune, les cris ont cessé. Le kappa était mort. Après cet événement, le puits s'est asséché. Mais pour une raison mystérieuse, l'eau revient les nuits de nouvelle lune. On dit que c'est de l'eau du kappa. Cette histoire vient d'un vieil homme du village voisin. Un truc entendu de seconde main, précisa Kentaro, avant de poser une carte et de s'écrier « Révolution !»« Contre-révolution !» répliqua Shun avec un sourire satisfait. C'est ainsi que nous avons passé le temps.
Entre les parties de cartes, discussions et à chasser les insectes, le temps passa plus vite que prévu. L'obscurité s'installait déjà autour de nous. Quelques minutes plus tard, il faisait si sombre que nous ne distinguions plus les motifs des cartes. La nuit en montagne est sombre, bien plus que je ne l'imaginais. Tout semblait dévoré par les ténèbres. Les cris des insectes, le bruissement des feuilles dans le vent et l'absence totale de lumière de la lune ajoutaient une ambiance oppressante. Kentaro sortit une lanterne de camping de son sac et l'alluma, ce qui éclaira faiblement notre environnement. Shun et moi avons allumé nos lampes torches et suivi Kentaro en direction du puits. Personne ne parlait. L'atmosphère avait radicalement changé depuis l'après-midi. La dalle était toujours ouverte. Autour de nous, le silence était presque palpable, comme si l'obscurité elle-même émanait du puits. « Voyons si on a de l'eau ou pas », s'exclama Kentaro pour briser le silence. Il ramassa une pierre et la lança dans le puits. Un son avait retenti. De l'eau. Le puits contenait de l'eau. Je restais figé, incapable de comprendre. Même Kentaro, qui avait lancé la pierre, semblait déconcerté. Quant à Shun, qui d'habitude restait le plus calme, se mit à marmonner pour lui-même. « Ce n'est pas un effet des marées. La nouvelle lune n'a pas un tel impact et il n'y a pas de mer ou de lac à proximité. Il leva soudain les yeux. L'eau était là depuis le début. Alors il ramassa une pierre, puis une autre, et les lança l'une après l'autre dans le puits. La première fit un bruit clair d'éclaboussement. La seconde émit un son sourd et solide. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demandai-je. « Ça veut juste dire que quelque chose de solide bloque partiellement le fond du puits, » expliqua Shun. Il continua son explication tout en ramassant une autre pierre. Quand Kentaro a lancé sa pierre plus tôt, elle a dû tomber sur quelque chose de dur au lieu de toucher directement l'eau. Le puits est profond et sombre. Avec l'idée préconçue qu'il était sec, on a simplement supposé qu'il n'y avait pas d'eau. Je n'arrivais pas à comprendre où il voulait en venir. J'observais simplement ses mouvements, incapable de dire un mot. Donc de l'eau, il y en a, mais elle ne peut pas être utilisée. Shun sortit alors un seau en plastique et une corde de son sac à dos. Il attacha fermement la corde au seau, puis le fit descendre dans le puits. Le seau heurta quelque chose en bas, produisant un bruit sourd, puis flotta sur l'eau. Shun manipula la corde pour remplir le seau avant de le remonter lentement. Alors que le seau remontait, un bruit étrange résonna depuis le fond du puits. Cela ressemblait à un tas d'objets solides qui s'effondraient les uns sur les autres. Eh bien, si l'histoire de Kentaro est vraie et qu'un kappa est censé être ici, commença Shun d'une voix calme mais lourde de sous-entendus. Le puits a été scellé pour que le kappa ne puisse pas s'échapper, c'est ça? Mais si on réfléchit à l'histoire, ce n'est pas le kappa qui a fait disparaître l'eau, c'est autre chose. Autre chose? Mais quoi? Ce puits a été utilisé pour autre chose que puiser de l'eau, expliqua Shun en continuant à remonter le seau. C'est un tombeau. Je déglutis péniblement, fixant le seau qui émergeait lentement du puits. Lorsqu'il atteignit le bord, Shun le posa à terre. Le seau contenait de l'eau claire, limpide, et un objet. Un long fragment de pierre au bord lisse, évoquant vaguement une forme humaine. Mais ce qui attira immédiatement mon regard, ce fut ce que Shun sortit ensuite de sa poche. Une petite pierre ronde qu'il avait ramassée plus tôt. Il la plaça délicatement au sommet du fragment, formant une sorte de figure humanoïde rudimentaire. « Vous savez ce que c'est, ça ?» demanda-t-il. « C'est une statue de Jizo, mais pas n'importe laquelle. C'était une Mizuko Jizo. » Une quoi? Une statue de Jizo destinée à apaiser les âmes des enfants morts. À ces mots, un frisson glacé parcourut tout mon corps. Shun pointa le fond du seau. Ce puits, ce n'est pas un simple puits. C'est une tombe commune, un endroit où des enfants ont été jetés. Je reculai instinctivement, horrifié. Ce village était pauvre, certainement désespéré. Quand les gens n'avaient plus de moyens,
Il se débarrassait des enfants. Ce n'est pas un puits, c'est un tombeau, répéta-t-il avec une froideur qui me glaça le sang. Shun tendit alors le seau. Alors, Kentaro, tu veux boire? Après tout, c'est peut-être bien l'eau de longévité. Elle est imprégnée des restes de ceux qui auraient pu vivre encore des décennies. Kentaro recula en secouant la tête. Pas question. Shun tourna alors le seau vers moi. Et toi? Impossible, pas question, répétai-je frénétiquement, presque en hurlant. Shun eut un léger rire, puis versa calmement le contenu du seau dans le puits. Et voilà qui règle la question, dit-il. Il remit le couvercle en place, posa la petite statue de Jizo dessus et nous fit signe de partir. Alors que nous quittions le village, nous avons de nouveau croisé le temple à l'entrée, celui bordé de rangées de statues de Jizo. Shun murmura doucement comme pour lui-même. Toutes ces statues, ce sont des Mizuko Jizo. À ces mots, un frisson me parcourut. La peur m'envahit, une peur plus grande que celle des fantômes ou des ténèbres, une peur plus grande que tout ce que j'avais ressenti auparavant. C'était la peur des humains. Un silence pesant régnait dans la voiture, uniquement brisé par le bâillement de Shun. Même Kentaro ne disait rien. Oshimai. Bien, j'espère que cette histoire vous a plu. Je l'ai trouvée par hasard sur un blog. Rien ne prouve qu'elle soit vraie, mais ça ne l'empêche pas d'être bien racontée et captivante. Ce que j'aime, c'est qu'elle met en avant des croyances et des réalités de la société japonaise. D'un côté, on a la légende du kappa, cette créature mi-humaine, mi-reptilienne dont personne n'a jamais prouvé l'existence. Et de l'autre, on touche à quelque chose de beaucoup plus sombre. Ce qu'il a vraiment fallu faire dans certains villages où la pauvreté poussait parfois les familles à sacrifier les plus fragiles, comme les enfants ou les personnes âgées pour survivre. Et peut-être que ce vieil homme, en racontant l'histoire du kappa, voulait justement détourner les gens de la vérité. Peut-être qu'inventer un monstre, c'était plus facile que d'avouer ce qui s'était réellement passé. Ces récits effrayants, qu'ils soient réels ou non, nous parlent aussi de la manière dont on essaye de donner un sens à ce qui est insoutenable. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, sur vos réseaux. Bien, je vous dis merci du temps que vous accordez au podcast. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.